Bonjour charmante personne. À l'heure où je tourne cette vidéo, au jour où je tourne cette vidéo, je viens d'accepter une offre pour mon premier job au Canada. Je suis ultra contente, voilà, après 6 semaines sur place, j'ai trouvé un travail au Canada. Je commencerai dans à peu près 10 jours mon premier emploi ici. Il en a fallu du travail pour en arriver là, et donc je me suis dit que j'allais partager avec vous 10 choses qui pourraient vous surprendre si vous êtes français et que vous venez candidater au Canada, si vous venez travailler au Canada. 10 choses dans le marché de l'emploi et dans le processus de candidature qui pourraient vous surprendre, voire vous choquer. Je vais être honnête, l'idée de cette vidéo m'est venue à cause du numéro 10, donc je vais aller du moins surprenant, moins choquant au plus surprenant. Et le dernier, franchement, pourrait vous faire tomber de votre chaise. Bien sûr, bien évidemment, je dis ça, hein, mais ce sont des choses qui m'ont surpris par rapport à là d'où je viens. Pour un peu de contexte, j'ai un master et 4 ans d'expérience professionnelle, plutôt dans le secteur public, parapublic en France. Donc si vous venez d'autres industries, si vous avez déjà travaillé dans d'autres pays, peut-être que pour vous, ce sont des pratiques normal, mais je sais que moi ce sont des choses qui m'ont surpris, et quand j'ai parlé avec des amis qui travaillent ici sur place, des Français qui sont venus habiter au Canada, ça les a surpris également. Et dernier petit disclaimer, dernier petit avertissement en bon français, mon expérience au Canada est en Canada anglophone. J'ai emménagé en Ontario, j'habite actuellement à Hamilton, une ville proche de Toronto, donc je préfère préciser parce que peut-être que certaines de ces choses sont différentes au Québec. Je sais pas à quel point les choses peuvent beaucoup varier. Voilà ce que moi j'ai constaté. La première chose, c'est que les offres d'emploi sur LinkedIn sont écrites de manière beaucoup plus vague et mal référencée. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. En France, quand j'utilisais LinkedIn avec des mots-clés assez précis dans la barre de recherche et en précisant ma localisation, j'arrivais à trouver des offres d'emploi qui étaient relativement pertinentes. Alors pas forcément des offres d'emploi qui étaient pour moi, qui m'intéressaient. Évidemment, parfois il y avait des loupés où c'était pas des offres qui correspondaient vraiment à mon profil. Mais au Canada, je trouve que c'est n'importe quoi. Vraiment, au Canada, j'ai l'impression que les employeurs, quand ils mettent une offre sur LinkedIn, ils cochent toutes les cases. Ils cochent toutes les cases, ils mettent tous les mots-clés, même des trucs qui sont seulement très vaguement liés au poste. Et du coup, ça rend la recherche un peu difficile parce que même si vous mettez bien tous vos paramètres, vous mettez la localisation, vous mettez le mot-clé, tout ça, derrière vous allez tomber sur des offres qui ne correspondent pas du tout. Pour vous donner un exemple, moi, une des recherches sur LinkedIn que je faisais, c'était Political Science, pour filtrer tous les jobs qui demandent d'avoir un diplôme en sciences politiques, puisque c'est ce que j'ai fait. Je suis tombée sur des offres de coordinateurs de voyage en remote qui sont clairement des arnaques avec ça. Déjà, comment je suis tombée sur des trucs de sales, de vente. Je suis tombée sur des trucs de marketing qui n'avaient rien à voir avec la science politique. Et à chaque fois, je me disais, mais comment est-ce que ces offres se retrouvent dans mes recherches LinkedIn? J'ai pas compris. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de contenu qui est promu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'employeurs, j'ai l'impression, au Canada, qui en fait veulent que leurs offres atteignent le plus de candidats possible. Et donc ils vont mettre tous les mots-clés et derrière ils vont mettre de l'argent pour que LinkedIn sponsorise et montre leurs publications à plus de gens. Et du coup ils vont avoir des chiffres de nombre de candidats qui sont absolument exponentiels, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire en termes de qualité du candidat qu'ils vont chercher? Franchement, je trouve ça un peu bizarre des fois. Donc j'ai trouvé que c'était pas un super outil de recherche d'emploi. J'ai candidaté à quelques postes par LinkedIn, mais franchement, la plupart, je n'ai pas cherché sur LinkedIn, j'ai trouvé des sites spécialisés ou des entreprises, des organismes qui m'intéressaient et j'ai cherché directement sur les sites de ces organismes et je pense que c'est beaucoup plus efficace. La deuxième surprise, c'est les mesures anti-discrimination qui sont mises en place autour de votre candidature. Alors la plus évidente que vous avez probablement entendu parler, c'est le fait que les CV ici n'ont pas de photos, voilà, il n'y a pas de photos sur les CV, mais il n'y a pas aussi de date de naissance, parce que votre âge peut être un critère de discrimination. Et d'ailleurs, même au-delà de votre CV, quand vous remplissez les petits dossiers sur les sites, sur les sites des entreprises, des organismes pour candidater, on ne vous demande jamais votre date de naissance. Donc voilà, pas de photo, pas d'âge, parfois même on conseille de ne pas mettre d'adresse, parce qu'on peut vous discriminer sur la base de l'adresse. Pas de statut marital, j'ai envie de dire évidemment, parce que comme ça, même en France, on a un peu arrêté de le faire. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont très très strictes. Votre CV ne sera pas accepté si vous mettez une photo ou une date de naissance. C'est vraiment un gros nom au Canada. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que donc tout ça c'est fait pour limiter les discriminations, ce sur lequel je suis totalement d'accord. Franchement, le fait de ne pas mettre une photo sur un CV, ça m'arrange parce que j'ai pas envie
d'être jugée sur ma gueule quand je candidate à un poste, j'ai envie d'être jugée sur mes compétences, sur mon expérience, sur ce que j'amène vraiment de concret. Mais, ce que je trouve quand même un peu ironique et un peu hypocrite, c'est que derrière, on vous demande souvent le lien de votre profil LinkedIn. Et même si on vous le demande pas, enfin soyons honnêtes, les recruteurs, on le sait, au Canada comme partout, ils vont vous chercher sur LinkedIn. Donc ils vont voir votre photo, ils vont... Et du coup, je vois pas tellement si le but c'est de limiter les discriminations de couleur de peau, je sais pas si ça marche vraiment. Au moins ça évite, on va dire, le jugement instantané sur la photo. Donc ça c'est bien. Mais le nom peut quand même donner des indications sur l'origine et la couleur de peau. Donc bon. Je trouve que c'est une bonne chose, mais je pense que ça a ses limites. La troisième surprise, c'est que les salaires peuvent paraître élevés en venant de France, mais qu'il faut pas non plus trop s'y tromper. Je m'explique un peu. Les salaires au Canada, en général, quand on vient de France, paraissent assez élevés. Voilà. Ça dépend évidemment des secteurs, ça dépend de plein de choses. Hein. C'est une déclaration très généraliste, ce que je dis ici. Mais globalement, ça se vérifie. Cependant, il faut prendre en compte le fait que d'une part, il y a le dollar canadien, qui est beaucoup plus faible que l'euro. Donc, si vous convertissez un salaire en dollars canadiens en euros, en fait, vous allez voir que déjà, il est moins élevé que ce qu'il n'y paraît pour vous en venant de France. Le deuxième point, c'est qu'il faut évidemment enlever les impôts. Les impôts ici dépendent, il y a des impôts qui sont au niveau fédéral et des impôts qui sont au niveau de votre province. En Ontario, les impôts sur le revenu au niveau de la province font qu'au final, on a un taux d'imposition qui est à peu près la même qu'en France. Voilà. Moi, là, je sais que je vais payer à peu près 30% de mon salaire. Un bon 30% de mon salaire qui va partir en impôts sur le revenu. Donc, ne croyez pas forcément, comme on peut vous le dire, que non mais la France, on a les taux d'impôts les plus élevés au monde, si vous allez ailleurs, vous allez être moins imposé. Que nenni. Que nenni, que nenni. En tout cas, à mon niveau de salaire en Ontario, c'est pareil pour moi la France en Ontario. Et un autre facteur auquel vous pensez peut-être encore moins, c'est que dans ces impôts qui partent, il n'y a pas des cotisations retraite. Alors, si vous êtes au Canada pour un PVT ou juste pour 1 an, 2 ans, 3 ans, en vrai, voilà, en gros, vous voulez pas vous installer ici sur du très long terme, de toute façon, vous avez l'intention de rentrer en France, bon, vous perdez des semestres de cotisation en France, hein, qu'on soit clair, vous perdez des semestres de cotisation en France, vous pouvez cotiser à la caisse de retraite des Français à l'étranger, mais c'est assez cher, et c'est rentable, voilà, seulement si vous partez qu'une très courte durée. Mais, si vous voulez rester sur du plus long terme ici, il faut bien vous rendre compte que sur la somme d'argent qui vous reste chaque mois, vous êtes censé, vous, économiser pour votre retraite. Puisque le Canada a un système de retraite par capitalisation, donc on met de côté sur un compte épargne retraite, les taux d'intérêt font le travail au fur et à mesure, mais ce que ça sous-entend au départ, c'est que vous devez économiser. Dans une toute autre proportion que ce qui se fait en France. Évidemment, en France, les gens économisent aussi pour leur retraite, épargnent pour leur retraite, mais je pense qu'il y a quand même cette idée qu'en France, on a un filet de sécurité minimum, dans l'ensemble en général, plus ou moins élevé selon la génération. Je fais un coucou aux gens de la même génération que moi, bon, de toute façon, même en France, on sait que ça va pas être la folie, mais bon, on a moins, on va dire, cette pression de autant mettre de côté pour les retraites en France, là où au Canada, c'est entièrement votre responsabilité, c'est entièrement à vous de vous démerder, globalement. Donc, sur les salaires que vous percevez, si vous vous installez sur du long terme au Canada, il faut le prendre en compte, il va falloir économiser pour vos retraites. Quatrième surprise, et ça c'est une bonne surprise, les offres d'emploi contiennent beaucoup plus souvent les salaires qu'en France. Je ne serai jamais assez pour le fait de donner dans une offre d'emploi, quand voilà, vous avez l'annonce sur un site, la fourchette de salaire. Je trouve que c'est ultra important parce que ça permet aux candidats de se positionner, de comprendre, de savoir ce à quoi ils ont droit, de savoir aussi, peut-être que ce job paye pas assez pour moi, et ben dans ce cas-là, je candidate pas, je perds pas mon temps. Enfin, je trouve que c'est juste beaucoup plus transparent, et je vais préciser que c'est encore plus commun dans le secteur public et parapublic ici. Alors j'ai vu que des entreprises privées le font aussi, mais le public et le parapublic le font vraiment de manière systématique, et moi qui candidate surtout à ce genre de poste, j'adore, je suis fan. Et des fois, en plus, j'ai remarqué que non seulement vous allez avoir la fourchette de salaire, mais en plus vous allez avoir la fourchette de recrutement. Ce que ça veut dire, c'est que plutôt que de vous dire la fourchette c'est de 66 000 à 90 000, on va dire, dollars canadiens par an, brut, on va vous dire voilà, c'est cette fourchette-là, mais à l'embauche, au moment du recrutement, on va vous proposer entre 66 et 76 000 par exemple. Donc vous savez qu'au recrutement,
Selon différents critères, si vous avez le poste, vous allez être entre 66 et 76 000. Et vous savez qu'après le recrutement, si vous restez à ce poste un certain temps, le maximum jusqu'auquel vous pouvez aller, c'est 90 000. Donc je trouve que ça donne une visibilité, une transparence qui permet vraiment en tant que chercheur d'emploi de faire ses propres choix, qui est remarquable, et ça j'aime beaucoup. Voilà. Il faut dire des choses positives, ça j'aime beaucoup. La 5e surprise, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien, mais qui peut déclencher plus d'incompréhension, je pense, pour des Français, c'est que sur beaucoup d'offres d'emploi et sur beaucoup de sites internet d'entreprises qui sont en train de recruter, vous allez trouver toujours le même paragraphe en gros à la fin, qui contient un Land Acknowledgement et un Diversity Statement. Je vais expliquer ça, parce que là en plus j'ai utilisé les mots en anglais, Québec, je sais pas comment ils le formulent. Le Land Acknowledgement, c'est donc la reconnaissance du territoire. C'est quelque chose qui se fait énormément au Canada, qui est très très important dans la culture canadienne, qui est que quand on est une entreprise, quand on est une organisation quelconque, on reconnaît le territoire sur lequel on est. Le territoire, à quelle tribu, à quel peuple de natifs canadiens il appartient. Les natifs canadiens, les indigènes canadiens, on les appelle les Premières Nations ici. Et donc c'est très important ici de reconnaître, on est sur le territoire qui appartenait à tel peuple des Premières Nations. Voilà, puisque ça fait partie de l'histoire du Canada, c'est une partie très importante de l'histoire du Canada. Donc ce petit truc de on est sur les terres de tel peuple, c'est quelque chose que vous allez trouver à l'écrit dans les annonces, des fois, d'emploi, ou sur les sites des entreprises quand vous vous renseignez un peu sur ce qu'elles font. L'autre chose que vous allez souvent trouver à la fin des offres d'emploi, c'est un petit texte qui explique que l'organisme est dédié aux questions d'équité, diversité, inclusion, accepte toutes les personnes, encourage toutes les personnes, quelle que soit leur couleur de peau, leur genre, leur appartenance à la communauté de LGBTQIA+, à candidater. Donc il va y avoir ce petit truc qui dit on ne discrimine pas, on est pour l'inclusion et on valorise la diversité dans nos employés. Alors je trouve que c'est plutôt cool, hein, parce que dans l'absolu, voilà, je suis quelqu'un, personnellement je suis queer, voilà, je fais partie de la communauté LGBT, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la communauté LGBT, en général, voilà, je suis pour le fait qu'on soit pas raciste, donc je trouve que c'est assez cool sur le principe. Après, le truc qui je trouve un peu chiant, c'est que c'est un peu performatif. C'est-à-dire que moi, quand je lis ce paragraphe, des fois je me demande, est-ce que l'organisme qui met ce petit paragraphe veut vraiment dire ça, veut vraiment dire, en tant qu'organisme, je suis antiraciste, je soutiens la communauté LGBT, je me positionne activement contre l'écart salarial entre les hommes et les femmes, etc., etc., etc. Ou est-ce que l'entreprise a juste mis ce blabla parce que c'est dans l'air du temps au Canada, on va dire que c'est un peu le côté bien-pensance canadien, de on est tous censés penser ça, on est tous censés dire ça, donc on va le dire parce que tout le monde est censé le penser et est censé le dire. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, en fait, je pense qu'il y a des entreprises qui franchement n'en ont rien à foutre, mais qui vont mettre le petit blabla parce que tout le monde le fait. On peut en penser ce qu'on peut en penser, chacun est libre de ses opinions là-dessus, mais c'est quelque chose que vous pourrez remarquer sur les offres d'emploi au Canada et qui pourrait vous surprendre. La 6e chose qui pourrait vous surprendre, si vous faites vos recherches sur le Canada avant de venir, si vous faites vos recherches sur l'emploi au Canada, les lois autour de l'emploi, le marché du travail, vous ne serez pas surpris. Mais bon, il faut quand même le rappeler parce que les congés payés et les lois autour du licenciement. Très rapidement, licencier c'est ultra facile ici. Vous avez le droit à 1 semaine de préavis, jusqu'à 1 mois de préavis si ça fait genre 5 ans que vous êtes dans la boîte, en tant qu'employé. Et en tant qu'employé, vous n'avez pas non plus à donner de préavis par contre pour quitter votre boîte. Donc vous pouvez vous barrer quand vous voulez et on peut globalement vous virer très rapidement comme on veut. Il n'y a pas non plus besoin de raison valable pour vous virer. On peut vous virer pour n'importe quelle raison, globalement. Tant qu'on vous donne 1 ou 2 semaines de préavis selon les circonstances. Et toujours dans le catégorie cadre légal du travail ici, les congés payés, c'est pas du tout pareil qu'en France. Vous vous en doutez, mais vraiment, voilà. Quand une entreprise vous dit on a 15 jours de congés payés, c'est genre wouh. Le minimum légal en Ontario et je crois dans la plupart des provinces du Canada, c'est 10 jours de congés payés au bout d'1 an. Donc avant 1 an,
d'emploi, votre employeur n'est pas obligé de vous donner des congés payés. Si ça fait 1 an que vous êtes employé, vous avez le droit à 10 jours de congés payés. Et au bout de, c'est 4 ou 5, au bout de 5 ans avec le même employeur, vous avez le droit à 15 jours de congés payés, comme les minimums légaux. Donc tout ce qu'une entreprise peut vous proposer par-dessus, c'est du bonus. Et peu d'entreprises ou d'organismes proposent du bonus. Voilà, donc ça fait mal, il faut le savoir. Je pense qu'on le sait en venant de France, donc peut-être certaines personnes, ça les surprendra de où c'est dans ma liste. Mais je pense que même si je le savais, le moment où vraiment je me suis assise pour réfléchir au fait que, en tant que Française qui vit au Canada, je vais vouloir rentrer en France dans ma famille, je vais vouloir prendre du temps pour quand ma famille vient me rendre visite, je vais vouloir peut-être prendre du temps pour visiter le Canada, pour voyager, enfin je suis quelqu'un qui adore voyager, et en fait, avec 10 jours par an, ça va être très douloureux. Donc l'alternative, si on veut prendre plus de congés et que le manager est ok, c'est de prendre des congés non payés. Voilà, donc moi je me prépare mentalement au fait que probablement que je finirai par prendre quelques jours de congés non payés dans mon nouveau poste parce que je vais avoir 10 jours de congés payés. Et 10 jours de congés payés, c'est dur quand même, c'est dur. La 6e chose qui m'a surpris, c'est les étapes de recrutement ici. Quand vous passez en gros l'étape de la revue de votre CV, que votre CV est vu et qu'on va vous commencer à vous proposer des entretiens, les choses se passent assez différemment ici que ce dont j'ai l'habitude en France. Après, ce que je vais décrire, je pense qu'en France ça commence à arriver notamment dans le secteur de la tech, mais dans les autres secteurs c'est pas vraiment un truc, et ici c'est vraiment codifié dans tous les secteurs, que vous allez d'abord avoir, dans la grande majorité des cas, pas toujours, mais dans la grande majorité des cas au Canada, vous allez d'abord avoir un screening call. Le screening call, c'est en gros 15 minutes à 30-40 minutes. Normalement, c'est avec le recruteur, avec une personne voilà, de RH. Ça peut être les RH de la boîte, ça peut être une boîte de RH externe, ça peut être exceptionnellement le manager. Moi, là, pour le poste que je vais commencer, mon screening call, c'était avec le manager, ce qui est plus rare. Du coup, en fait, c'était plus un premier entretien. Parce que sinon, le but du screening call, c'est de vous poser un peu des questions préliminaires pour évaluer votre profil. En gros, ça va être de vaguement vérifier que vous savez ce qui vous a mis sur votre CV, que vous êtes cohérent avec ce que vous avez dit sur votre CV, ce que vous avez dit sur votre CV match à peu près ce qu'il y avait dans la description du poste. Ça va être aussi un appel où on va vous rappeler alors les conditions en termes de télétravail ou de présentiel, la fourchette de salaire, ou alors le recruteur peut vous demander vous votre fourchette de salaire. Tips, si vous pouvez éviter de donner votre fourchette de salaire, évitez de donner votre fourchette de salaire, demandez-leur à eux. Vous ne pouvez pas toujours éviter, mais si vous pouvez éviter, évitez. Donc, il va y avoir des questions de prétention salariale, il va y avoir les questions de date de début. Souvent dans ce screening call, on va vous demander à partir de quand vous pouvez commencer, voilà, rappeler si c'est un CDD, jusqu'à quelle date, ce genre de questions un peu généralistes, et vous allez pouvoir poser vos questions au recruteur. Donc c'est une opportunité pour vous de vous renseigner un peu sur l'équipe, sur ça fait combien de temps le poste est vacant, etc. Cherchez sur YouTube, il y a tout un tas de vidéos qui peuvent vous expliquer comment bien réussir un screening call. Je pense que c'est assez important ici, franchement, parce que l'idée c'est qu'à la fin du screening call, le recruteur va aussi vous expliquer les étapes de recrutement et comment vous allez passer aux étapes suivantes. Et si vous avez bien assuré au moment du screening call et que vous avez posé les bonnes questions, je trouve que ça peut vraiment vous aider pour le reste du processus d'entretien. Donc, là encore, typiquement, pas tous, mais dans la grande majorité, ici, les processus de recrutement vont donc avoir un screening call, puis un premier entretien avec le manager direct, puis potentiellement une épreuve écrite ou simplement on va vous demander des exemples de choses que vous avez déjà écrites par le passé, puis un second entretien avec souvent le manager et le manager du manager. Alors, l'enchaînement exact de ces étapes peut légèrement dépendre de, donc voilà, si votre screening call est avec le recruteur ou avec le manager, évidemment il y a des variations, mais c'est quand même à peu près comme ça. Et enfin, il va y avoir la vérification des références, pour ensuite vous faire une offre. Et autre chose qui est important à signaler dans ce processus, c'est que pour certains des entretiens, vous allez avoir les questions à l'avance. Le recruteur ou le manager, entre 2 jours avant et 30 minutes avant l'entretien, va vous envoyer les questions d'entretien. Ce qui venant en France est un peu surprenant, j'avais jamais eu ça avant, un entretien où on m'avait envoyé les questions. Voilà, on m'avait dit, voilà la liste des questions. Pour nous, c'est un peu bizarre parce qu'on se dit, mais ça fait partie quelque part du jeu, de l'entretien, de savoir réagir aux questions inattendues.
Ici, alors ça dépend des boîtes, ça dépend de plein de choses, mais c'est mon expérience et c'est l'expérience de mes amis ici que ça arrive assez souvent. Voilà, on va vous prévenir au moment où on fixe la date de l'entretien, ok, et une demi-heure avant, une heure avant, vous aurez les questions. Les questions qu'on vous envoie dans ce cas-là, en fait, c'est rarement des questions de connaissances, c'est plus des questions comportementales. C'est des questions stars. Je peux rentrer dans le détail là encore de ce que ça veut dire, mais en gros ça va être des questions de type parlez-moi d'une situation où vous avez eu un conflit avec un collègue, comment l'avez-vous géré, qu'est-ce que vous changeriez si ça devait se reproduire. Ou des questions du type parlez-nous d'une fois où vous avez identifié un besoin pour une nouvelle procédure ou un nouveau processus sur votre lieu de travail, comment vous avez développé cette procédure, qu'est-ce qui s'est passé. L'idée derrière le fait de vous envoyer ce genre de questions à l'avance, c'est donc qu'on vous demande quand même des exemples assez spécifiques de choses que vous avez fait par le passé, et en vous envoyant les questions à l'avance, on vous donne l'opportunité de réfléchir à quelque part votre catalogue d'espérance pour trouver le bon exemple. Donc je trouve que c'est assez cool, notamment une demi-heure avant, finalement c'est pas mal parce que ça nous met dans l'état d'esprit de l'entretien. Moi je sais que voilà, j'ai eu plusieurs entretiens où c'était le cas, et dans ce cas-là, je me mets dans l'état d'esprit, ok, je suis prête. Je regarde les questions, je réfléchis. C'est le genre de questions que vous pouvez évidemment préparer avant, et je conseille évidemment toujours de commencer à préparer un entretien plus qu'une demi-heure avant, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait pas mal ici, et pourquoi pas. Je dirais que, évidemment, vous pouvez ensuite avoir plus d'entretiens que ça, notamment dans la tech, mais ça s'arrête à peu près là dans mon expérience. Voilà, j'ai l'impression qu'ici, ça peut être screening call et un entretien, ou screening call et 2 entretiens, éventuellement. Tout au long du processus d'entretien, on va aussi vous demander si vous avez des besoins en termes d'adaptation et d'accessibilité en termes de accommodation. Et ça, c'est un autre truc que je trouve assez cool. Je crois que ça fait partie de la réglementation au Canada qui est beaucoup plus orientée sur les droits des personnes handicapées. Donc, tout au long des différentes étapes, à chaque fois, on va vous dire si vous avez besoin qu'on fasse des adaptations pour des questions d'accessibilité, n'hésitez pas. Moi, je trouve que c'est très cool, parce que ça veut dire que j'imagine en tant que personne handicapée, plutôt que de devoir soulever le truc, de devoir dire « Ah, et en fait, est-ce que vous pouvez me dire si machin ?» Au lieu de devoir soulever le truc de vous-même, on vous donne à chaque fois l'option de dire « Est-ce que vous avez des besoins ?» Même souvent, au moment du formulaire de recrutement, on va vous donner l'option d'indiquer si vous avez peut-être besoin d'accommodation, d'accessibilité, des besoins particuliers au moment du processus de recrutement. Je dis ça, mais ça nous amène à mon 10e point. Mon 10e point qui va potentiellement vous surprendre beaucoup. Moi, c'est un truc qui m'a carrément choqué au début. Et quand j'en ai parlé à des amis français ici, ça les a beaucoup choqués aussi. C'est les enquêtes volontaires de diversité. Tous les employeurs ne le pratiquent pas, mais beaucoup d'employeurs, notamment beaucoup de grosses structures, pratiquent. Au moment d'envoyer votre candidature pour un poste, vous allez voir apparaître, soit en bas de la page, soit il va y avoir une nouvelle fenêtre qui va apparaître, qui va vous demander de remplir un questionnaire volontaire de diversité. Les questions qu'on va vous poser sont généralement les suivantes. Quelle est votre couleur de peau ? Ou votre ethnicité. Voilà. Est-ce que vous êtes blanc, noir, asiatique, du Moyen-Orient, machin, machin. Quelle est votre couleur de peau, votre ethnicité. On va vous demander votre sexe, votre genre, et si vous êtes cisgenre ou transgenre. On va vous demander si vous faites partie de la communauté LGBTQ+. On peut même vous demander à quelle partie de la communauté LGBTQ+, quelle est votre lettre dans l'acronyme de la communauté. On peut vous demander quelle est votre religion. On peut vous demander si vous avez des handicaps physiques ou mentaux, voilà, si vous avez un handicap en général et quel type de handicap. Là, je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de hurler. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train de hurler de mes quoi. Et je vous avoue que moi au début pareil. Notamment les questions sur l'orientation sexuelle et la religion, mais aussi le handicap franchement, mais l'orientation sexuelle et la religion, je me dis mais qu'est-ce que vous en avez à foutre ? Qu'est-ce que c'est vos putains d'oignons ? Vraiment, moi, c'est ma réaction de base, de dire, mais
d'où je vous dois de vous dire mon orientation sexuelle, d'où je vous dois de vous dire ma religion. Enfin, d'un point de vue français, c'est totalement illégal. Enfin, en France, on ne peut pas demander ces choses à quelqu'un, et on ne peut pas non plus demander sa couleur de peau. Enfin, d'un point de vue français, c'est genre, non seulement c'est pas quelque chose qui se fait culturellement, mais c'est carrément illégal. Donc, ça crée beaucoup de réactions, je pense, épidermiques de voir ça. Là encore, tous les employeurs ne le font pas, mais beaucoup d'employeurs le font, et notamment les grosses boîtes et les entreprises, enfin, et les organismes publics ou parapublics. Pourquoi c'est choquant? Il y a deux choses à la fois, je pense, qui peuvent surgir dans nos cerveaux quand on nous pose ce genre de questions. D'une part, c'est est-ce qu'on va utiliser ces informations pour me discriminer? Voilà, c'est-à-dire, est-ce que, si je dis que j'ai un handicap, on va du coup me discriminer sur cette base. Est-ce que si je dis que je suis de la communauté LGBT, on va me discriminer sur cette base? Est-ce que si je dis que je suis noire, on va me discriminer sur cette base? A l'inverse, je pense que d'autres personnes vont se dire oui, mais en gros, du coup, vous allez favoriser les gens des minorités et de la diversité, et moi, vous allez discriminer contre moi parce que je suis un homme cis hétéro blanc. Il peut y avoir un sentiment, je pense, de ok, mais donc vous voulez avoir toutes ces informations pour remplir des quotas de diversité d'après, et moi, si je remplis pas vos cases de ce que vous voulez en termes de quotas de diversité, ça va se retourner contre moi. Et le sentiment, quelque part, derrière les deux côtés de l'argument, c'est je ne veux pas que vous me jugiez sur ces éléments-là, je veux que vous me jugiez sur la qualité de ma candidature, sur la qualité de mes diplômes, sur comment est-ce que mon profil correspond à l'offre, à quel point je suis capable de faire le boulot. Ce qui est vrai, ce qui est légitime. Je pense que ce sentiment de vouloir être jugé pour ses compétences, ses qualités, est totalement légitime. C'est volontaire, on n'est pas obligé de remplir ces informations, on n'est pas obligé de répondre à ces questions. Mais j'avais un peu un côté de mais si je refuse, est-ce que ça va se retourner contre moi? Est-ce que je vais être discriminée si je refuse de remplir ce questionnaire? Est-ce que ça rentre en compte dans les décisions de recrutement? Donc c'est là que j'ai commencé à regarder, parce que pareil, pour moi c'était contradictoire avec on vous dit de pas mettre votre photo pour pas connaître votre couleur de peau et vous juger sur votre physique, mais derrière on vous demande votre couleur de peau dans le questionnaire. Enfin, je trouvais que c'était tellement bizarre pour moi, donc je me suis renseignée. Et ce que j'ai trouvé comme information m'a un peu rassurée. Évidemment, ça reste un sujet de débat, mais je vais vous partager un peu ce que j'ai trouvé en regardant. Les RH n'ont pas accès aux résultats de votre enquête. Alors ça paraît débile parce que vous dites non mais j'ai rempli l'enquête, je vous l'ai donnée, donc forcément vous l'avez. Oui, alors. Apparemment, l'idée c'est que quand vous remplissez cette petite enquête de diversité, les résultats ne sont pas attachés à votre candidature. C'est stocké séparément, ce n'est pas attaché à votre candidature. Donc quand le recruteur qui est en charge du recrutement sur ce poste voit votre CV, votre lettre de motivation, il ne voit pas attaché avec les résultats de votre enquête de diversité. C'est pas attaché l'un avec l'autre. Donc ça veut dire que si vous avez choisi de ne pas répondre, ça ne vous pénalise pas. Et si vous avez choisi de répondre, vos réponses ne peuvent pas vous pénaliser parce qu'elles sont séparées. L'idée également, c'est qu'en fait, ces données que vous avez remplies sur la partie diversité ne peuvent pas être traitées individuellement. Elles sont utilisées pour être agglomérées. L'idée derrière, et c'est là où je commence à comprendre l'intérêt de la procédure, même si ça reste choquant pour moi culturellement parce que j'ai pas l'habitude, je commence à comprendre la logique, c'est de dire sur tous les candidats qui candidatent chez nous, on va agglomérer en fait ces données. On va en faire un peu, on va tout mettre ensemble pour faire des stats. C'est-à-dire qu'on va pas dire ah mais le candidat à tel poste, il faisait partie de telle minorité et pas de telle minorité. On va mettre tout dans des statistiques. L'idée étant que si par exemple au moment des statistiques, ils constatent que dans leur bassin de candidats, ils avaient, j'invente un chiffre, 10-15% de candidats qui font partie des Premières Nations au Canada, donc des peuples indigènes du Canada. Ils avaient 15% de Premières Nations dans les candidats. Et qu'au final, dans les gens qui sont employés, dans les gens qui ont été recrutés, il n'y a que 4%. Ou s'ils constatent que dans les gens qui ont candidaté, il y avait 70% de femmes, mais qu'au final, dans les gens qui sont effectivement recrutés, il n'y en avait que 35%. Ils peuvent se dire, il y a un problème quelque part. En fait, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre processus de recrutement où on discrimine beaucoup plus envers les femmes? Ce que je veux dire par là, c'est on peut se dire, il y a un moment donné dans le processus de recrutement, il y a des phénomènes qui se produisent.
qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se passe? De ce que je comprends en lisant les différents documents sur la question, les enquêtes de diversité ont pour objectif de pointer du doigt s'il semble y avoir des biais au sein d'une organisation. Et ça, franchement, j'ai du mal à être contre. Personnellement, j'ai du mal à être contre. Si jamais une entreprise a énormément de candidats de couleur et qu'au final, dans ses employés, il n'y a que des blancs, si quelque part, au moment des entretiens, toutes les personnes de couleur se font virer, il reste que les blancs, potentiellement il y a du racisme. Je dis pas que chaque employeur, enfin chaque situation et chaque moment où une personne blanche a été préférée à une personne non blanche, c'était du racisme, mais si au total, aggloméré, il y a une telle différence, on peut se dire qu'il y a un problème. C'est la mentalité canadienne. C'est aussi la mentalité canadienne de dire on veut identifier ces problèmes-là. Si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que j'ai dit et vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce concept d'enquête de diversité, c'est totalement votre droit, j'imagine. Voilà, on a le droit à nos opinions. Hein. Cependant, soyez au courant que c'est donc quelque chose qui est pratiqué au Canada et dans beaucoup d'endroits au Canada. Il y a une grande attention à réduire les inégalités de genre entre femmes et hommes, à réduire la discrimination envers les personnes racialisées et les personnes de la communauté LGBT, et il y a un énorme effort, moins en surface, j'ai du mal à voir actuellement si c'est un effort en profondeur, mais au moins en surface, il y a un vrai effort pour réparer en partie les siècles de discrimination dont ont fait l'objet les personnes des Premières Nations au Canada. Voilà, donc c'est dans cette logique que ce genre de pratique est faite par les employeurs canadiens. J'essaie de bien m'exprimer sur le sujet, je m'excuse si des fois c'est un peu, je fais des pauses, voilà, mais moi aussi je suis nouvelle dans ce pays, moi aussi j'apprends comment les gens fonctionnent ici, comment la culture ici est, mais je pense que c'est intéressant à savoir, et que c'est carrément quelque chose qui peut surprendre les gens quand ils arrivent au Canada sur le marché de l'emploi. Voilà. En fait, j'ai un peu... non, j'avais trop hâte de faire cette vidéo parce que je trouve que c'est très intéressant comme sujet, parce que le marché du travail, enfin les chocs culturels dans le marché du travail, je trouve que c'est très intéressant et ça dit beaucoup sur une culture, mais j'ai un peu peur des réactions maintenant. Donc, s'il vous plaît, soyez constructifs dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez débattre, mais soyez constructifs. Merci beaucoup. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile, qu'elle vous apporte des réflexion. Dites-moi si c'est aussi votre expérience de chercher du travail au Canada, si vous avez la même expérience, fait des expériences différentes, qu'est-ce qui vous a surpris? Partagez, échangez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.